quartier qui sont avec moi dans cette traversée difficile dans la résidence, qui connaissent la situation que nous vivons avec mon mari en ce moment. Donc, qui est une situation un petit peu délicate, de résilience et à la fois d'inconnu, et qui m'a beaucoup inspirée pour écrire ce livre. Et je suis là grâce au professeur Norman Cornett qui m'a incité à poursuivre et à continuer malgré des conditions de vie parfois un peu adverses, mais en se disant, bon, la vie continue et parfois on aimerait continuer à deux, mais il faut poursuivre seul, avancer seul, et c'est un peu de cela qu'il est question ce soir. Et donc dans Fausta, c'est la chute d'une femme, l'histoire de la chute vue du côté du féminin et non pas une femme qui fait chuter l'homme. Dans la littérature, on a beaucoup plus tendance à être celle qui somme la tentation dans Manon Lescaut, Justine de Sade, Manon Lescaut de l'abbé Prévost. Enfin. Donc c'est vraiment le thème de la chute, mais vu du côté de la femme qui chute, la femme sujet, et non pas la femme qui fait et qui entraîne la perte. C'est l'inverse. Hein. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup. Puis, on va lire un petit peu. Et puis, on va s'arrêter pour discuter à mesure de la lecture, en fonction de vos questions et de ce que vous allez amener. Je passe la parole au professeur Norman Cornett. Merci, Norman. Merci, merci à Marc Thierriot pour cette belle collaboration. Dans un premier temps, on vous invite tout au long de la soirée de cette lecture-discussion de prendre des photos, de filmer à votre guise. La seule chose qu'on vous demande, c'est de fermer les sonneries de vos appareils. Parce qu'on va lire les extraits, les poèmes du recueil. Et donc, on va les écouter quoi, dans les respects. Et de plus, on va lire un poème, on partage les voix, ensuite on ouvre aux questions. Et le principal opérateur de cette soirée est le même des ateliers dialogiques que je présente maintenant depuis 33 ans. Et c'est donc celui-ci. Il n'y a qu'une mauvaise question, celle qu'on ne pose pas. Alors, on va vous inviter à poser des questions pendant le déroulement de la soirée. Et ensuite, à la fin, on prendra le vin d'amitié ensemble. Et puis, il nous fera plaisir de vous parler individuellement. Est-ce qu'il y a d'autres chaises? On a quelques personnes qui viennent d'entrer. On ne voudrait pas qu'ils restent debout pendant toute l'activité. Donc, avant de se lancer dans une première lecture, y a-t-il une question à nous poser? J'aurais dû préciser, comment se fait-il qu'on collabore ensemble? C'est que je suis le traducteur attitré de Fausta, de ce recueil, tout comme je viens de publier ma traduction, c'est la maison d'édition Extasis Editions qui vient de publier ma traduction de Larry Tremblay, sa poésie, 158 fragments d'un Francis Bacon explosé. Il s'agit de la toute première traduction de la poésie de Larry Tremblay, croyez-le ou non, et pourtant il en publie depuis 1989. Or, pour moi, c'est un privilège. En quelque sorte, je chemine avec professeur Thierry Loisel et autrefois, le docteur Loisel, son mari et moi, nous trois, on passait beaucoup de temps ensemble. Évidemment, là, il est en soins palliatifs et la donne a changé. Et on travaille actuellement, je traduis son prochain livre qui s'intitule « Mains dans les mains, yoga et soins palliatifs ». Alors, sans plus tarder, je laisse le micro à Marc Thierriot. Merci beaucoup, professeur Norman Cornett. Donc, on y va. Le premier, c'est fatigue.
Donc, continuer, désunis, parlant, présent. Fausta peint, il souffre en silence, impuissant, toujours vivant. Le café brûle, le soleil aveugle, la lumière de la vérité éclate sans concession. Le combat entre eux est engagé, à la vie, à la mort, sans apaisement. Il l'aime au matin, il la veut en enfer. Elle le refuse. Dois-je être éternellement dupe de la fortune? Suis-je destiné à cultiver sans cesse un champ qui ne peut me rapporter qu'une uniforme et constante stérilité? Suis-je condamné à voir mes passions s'exalter et mon esprit se tendre pour des fantômes? Serais-je tour à tour tourmenté par l'espérance, la crainte et les désirs? Faut-il que je sois pour toujours le jouet des événements? L'insensé que l'on berce de belles promesses et aux yeux de qui on fait briller le bonheur pour le lui enlever aussitôt? Alors, il n'y a qu'une mauvaise question, celle qu'on ne pose pas. Qui aimerait briser la glace et poser la première question? On vous invite. Soyez sans crainte. Bonsoir, ça va. Entrez, entrez. Bon, je peux peut-être aider. C'est un poème sur la tentation. C'est-à-dire que il l'aime au matin, il la veut en enfer. C'est un peu ce travail sur l'idée qu'on est le jouet parfois des événements et qu'on ne choisit pas vraiment ce qui nous arrive et qu'on est plongé, précipité dans quelque chose qui est de l'ordre de l'enfer. Mais c'est une discussion parce que est-ce qu'on est plongé, est-ce qu'on est entraîné ou est-ce qu'on donne son autorisation à se laisser entraîner en enfer? Donc c'était ça la question en fait qui était derrière cette poésie Fatigue. C'est comme, waouh, bon, tu sais, ce chemin-là, il va être infernal, mais j'y vais. Et mais qui y va? Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est en moi quelque chose qui n'en peut plus? Et c'est une discussion, quoi. Alors on peut dire il faut vivre notre vie et non vivre notre mort. Oui. Oui. Parce que si on se laisse entraîner, Oui. on ne pourra pas profiter des moments. Sûr que c'est difficile, mais on ne pourra Oui. pas profiter des moments. Il y a des petits bonheurs. Il y a des petits bonheurs, Lucie. Oui, oui, oui. Et oui, je suis d'accord, mais il y a comme une fatalité dans la mort et la souffrance qui pose question aussi. Hein, c'est-à-dire que les certitudes, les croyances sont à certains moments ébranlées par la souffrance. On se dit, ben, pourquoi cette souffrance-là, hein? Oui. Est-ce qu'il y a un pourquoi? Pourquoi cette souffrance? Si on se pose cette question-là, déjà, c'est vraiment difficile. Oui. On n'a pas le choix, on a à vivre et c'est pour ça que je dis qu'il faut vivre notre vie et non vivre notre mort. Oui. Peut-être que la poésie de Martí Herriot est une quête d'une réponse. Et je vous rappelle à ceux et celles qui sont présents que Martí Herriot est philosophe de formation. Donc, en philosophie, on parle des premiers principes et des questions ultimes. Et ce qui me fascine dans sa poésie, c'est justement, c'est par le biais de la poésie
qu'elle s'adresse à la quête philosophique fondamentale. Et quand on parle de philosophie et de la souffrance et le pourquoi, évidemment, on ne peut pas s'empêcher de penser à Leibniz, qui a créé le mot théodicée. C'est-à-dire comment, si il y a un Dieu, si ce Dieu est omnipuissant, si ce Dieu est omnisavant, si ce Dieu est omniprésent, comment se fait-il qu'on souffre? Et qu'il y ait du mal. Hein? C'est la question du mal dans Fausta. C'est la question du mal qu'on se pose aussi. Hein? Quand on agit vers sa perte, est-ce que c'est non intentionnel ou est-ce que c'est intentionnel? Ou est-ce que c'est ça la question du livre aussi? C'est-à-dire, elle chute, mais la chute, c'est quelque chose de très complexe. Est-ce qu'on chute en enfer ou est-ce qu'on est poussé dans les enfers? Est-ce que je participe comme personnage là? Est-ce que mon personnage va participer ou est-ce qu'il est le jouet? Et je relis la dernière phrase, c'est une citation de Godwin qui a écrit Saint-Léon, qui est peut-être le premier Faust. Il dit « Faut-il que je sois pour toujours le jouet des événements, l'insensé que l'on berce de belles promesses et aux yeux de qui on fait briller le bonheur pour le lui enlever aussitôt ?» Donc c'est vraiment la question, mais où est la providence? Et où est-on voué à cet enfer? Donc c'est le premier poème. Et il y a comme, je dirais que parfois il y a comme une énorme lassitude et on se laisse entraîner, on se laisse porter à la dérive à force de souffrances répétées. C'est pas parce qu'on veut, mais il y a comme une répétition de la souffrance qui fait qu'on va chuter à un moment donné parce qu'on n'en peut plus. Hein. C'est un petit peu ça que j'ai observé dans notre parcours et que j'ai voulu amener au personnage Fausta. Mais moi, je me pose une question. Oui. Si cette souffrance est pour un âge avancé, ou si elle est pour un âge, dans la force de l'âge, ça crée deux problèmes différents. Parce que si c'est l'âge avancé, on sait qu'il y a une finitude de notre nature intrinsèque. On s'attend à perdre certaines facultés en prenant de l'âge parce que c'est le propre de l'être humain. Donc, c'est important de combattre tant que cela est possible. Il faut combattre, c'est la première chose à faire, mais il y a une limite à conjurer le sort. C'est ça, il arrive comme un moment où je fais, dans le poème, dans le livre, il y a un moment où je pose les armes au pied de l'ange. Parce que bon, le diable, je le vois comme un ange noir. Et je pose l'arme en disant, bon, est-ce qu'on peut arrêter de se battre, toi et moi, le diable et moi, est-ce qu'on peut arrêter de se battre? Est-ce qu'il va y avoir une trêve dans la chute pour Fausta? Et c'est le combat avec le mal. Est-ce qu'il y a une trêve avec le mal? Est-ce qu'il y a un moment de trêve? Est-ce que dans notre vie, il y a des moments où ça s'arrête, quoi? Oui, je vois. Il faut espérer avoir un répit. Oui. Oui. Question pratique, est-ce qu'il reste des chaises pour les gens qui viennent d'entrer par hasard? Aussi faudrait-il souligner, avant qu'elle a composé, je dis bien composé, il y a un dialogue avec la musique chez Martí Herriot. Elle, moi et le docteur Loisel ont beaucoup parlé de cette situation médicale. On ne peut pas s'empêcher de penser à André Malraux, son livre absolument incontournable, publié en 1933, La condition humaine. Or, Martí Herriot s'adresse à la condition humaine
dans ce recueil. Je dirais en même temps, le dialogue qu'on avait entamé au tout début de notre rencontre, moi je suis spécialiste en sciences des religions. Et au fur et à mesure qu'on dialoguait, je me suis rendu compte qu'en fait, Martí Herriot luttait avec le même sujet que John Milton dans son livre « Le paradis perdu », où il cherche également des réponses, des questions à cette déchéance de l'humanité. Oui, quelqu'un m'a dit aujourd'hui la vieillesse est un naufrage parce que ce qu'on voit, c'est la perte des facultés mentales. Et pour nous qui sommes chercheurs, on a passé toute notre vie à développer le cerveau et on voit le cerveau qui ne répond plus et qui tu tournes à droite, tourne à gauche, on passe des tests comme si on était des enfants, bon, on inverse les mois. Alors, si tu comptais décembre et novembre, enfin à l'envers, et puis vas-y, et puis on se trouve avec des questions de logique très primitives qu'on n'arrive plus. Et donc, on voit qu'il y a comme une chute qui est là. Mais en même temps, ce qui est très beau, c'est que le lien affectif, il perdure malgré les pertes des facultés cognitives. Et ça, dans des situations extrêmes parfois. Et c'est aussi une des questions que je me suis beaucoup interrogée dans le livre, c'est cette possibilité, pas de rédemption, parce que, je veux dire, ça serait trop religieux comme terme, mais de résilience, de continuité, par les émotions qui durent, l'amour qui dure, la tendresse, le rire, la joie, malgré des situations assez catastrophiques, même l'humour, les plaisanteries, dans des conditions qu'on se dirait, bon, on est à l'hôpital, ou par exemple, on a eu une situation de perte de mémoire récemment, puis on s'est dit, mais si mon mari passe par la porte, il va tomber dans la neige, puis si je dors et je ne l'entends pas, comment on fait? Donc on a barricadé la porte ensemble, puis on s'est mis à barricader la porte, puis on s'est dit, bon, comme ça on est sûr que si je me lève, ça va faire du bruit. Et puis on a rigolé tout seul devant le tas qu'on avait fait devant la porte. Et puis on nous a dit, vous n'êtes pas si mal tous les deux parce que vous avez des stratégies de défense. Mais donc je pense que même dans des situations extrêmes, de vie difficile, de maladie, de perte de moyens, l'émotion de l'amour et de l'humour est encore possible, même l'humour noir. Je parle en littérature, hein. On a des fois l'humour noir qui est là et qui dérange certaines personnes, mais il y a cette faculté de regarder, de distanciation brechtienne, de prendre un recul par rapport à ce qu'on vit et même d'en rire. Donc, c'est ça. Il faudrait souligner un tierce parti dans toute cette aventure faustienne. Vous ne le voyez pas physiquement, mais vous le percevez verbalement à travers les écrits de Martí Herriot. Évidemment, la présence qui plane au-dessus de ce recueil, c'est le docteur Patrick Loisel. Et on parle de Théodicée, on parle de la philosophie, on parle de Leibniz. Oui, mon mari est chirurgien, donc il est chirurgien-chercheur, professeur, donc toute sa vie il a dévoué à la recherche sur la condition humaine et la guérison. Donc il est extrêmement lucide, Pat est extrêmement lucide sur tout ce qu'il vit. Et je dirais Faust est extrêmement lucide. Et Fausta, ce personnage, je le voulais lucide. Je voulais une femme qui chute, qui vit la chute, mais qui est consciente. Et c'est ça qui
qui peut être peut être discuté dans mon recueil. Est-on conscient de ces chutes? Est-ce que ces failles sont intentionnelles ou non intentionnelles? Est-ce qu'il y a une liberté dans la chute ou est-ce qu'il y a au contraire un... Et je tranche pas la question. Je dirais que j'ouvre le débat. C'est pas une question qu'on peut résoudre comme ça, oui ou non. Mais c'est une question qu'on se demande. On se demande, bon, quand on vit quelque chose de dur, est-ce qu'on l'autorise ou est-ce qu'on n'a pas le choix? Comme dit Madame, à un certain âge, on n'a pas le choix. Dans la force de vie aussi, on n'a pas le choix. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont pris par la maladie ou toutes sortes de dérives à l'enfance. À l'enfance. À la tendre enfance, on a des sociétés du cancer pour les enfants là, qui se retrouvent percutées avec des questions difficiles et qui ne vont pas le faire, quoi, le chemin. Où j'ai eu... dans mon passé, j'ai travaillé dans les favelas et je travaille au Brésil. Bom dia, Alice. Je suis d'origine franco-brésilienne et j'ai passé 14 ans comme professeure universitaire en banlieue et on travaillait avec des enfants qui étaient dans des conditions limites et ce qu'on voyait, c'est une réponse et une réponse avec l'affectif, avec le lien. Ce qui était le plus important pour que le cognitif se mette à se développer, c'est qu'on réussisse un lien affectif. Alors on disait, on parlait de flirt pédagogique. Aujourd'hui, ce serait un peu très débattu à cause des problèmes de pédophilie et tout ça, mais on essayait vraiment de tisser un lien avec les enfants des rues, en allant toujours au même endroit, puis en parlant ou en suivant l'enfant et en essayant d'être un visage connu. Parce que la difficulté de l'enfant des rues, c'est de justement créer un lien et de s'installer quelque part. Il a comme une phobie du lien. Et cette histoire de lien vraiment m'interroge. C'est-à-dire que l'émotion est première et que... Comme philosophe, j'ai appris, je pense, donc je suis, mais je me rends beaucoup plus compte que dans notre itinéraire on sent, et puis on réagit, puis souvent on pense après. C'est le cas de Fausta, elle chute, puis elle dit, bon, ben là je suis dans une situation par terre, qu'est-ce que je vais faire? Je suis dans les enfers, et qu'est-ce que je vais faire maintenant? Mais elle y arrive. Dans ces enfers. Si volontairement, si involontairement, je laisse le lecteur décider. C'est une question que je me pose. Et mon personnage va être flou dans ce sens tout le long de ce roman poétique. Et c'est justement un des faits saillants de Fausta, de ce recueil de Martirio. Au lieu de nous offrir des réponses faciles, au contraire, les poèmes, il y en a tellement de questionnements, d'interrogations, et qui nous poussent au pied du mur par la poésie. Donc, on va à l'échiquier du diable. Donc, Fausta joue aux échecs avec le diable. Voilà. Donc, on y va. Comprendre le mal demeure difficile, céder au sens infernal, écartelé parfois entre ses convictions et l'aspérité de l'autre, violent, furtif, menteur. Demande absurde ou pensée, adversaire, perverse ou ami, ensemble ou séparés, comprendre. Et si le diable était lucide sur la fragilité humaine? Accepter les refus, les multiples omissions, la limite injuste, le rejet, les contradictions, la non-réciprocité, la froideur, le silence, l'ironie, du ressentiment, l'incapacité de se livrer, l'indifférence encore. Comprendre
l'amertume, la cruauté, agréable à certains, la frayeur de la souffrance, la hantise de la mort, la jalousie. Comprendre. Voilà le jeu faustien, le devoir quotidien, la copie à rendre, la partie à jouer. La haine n'était pas faite pour moi, mon cœur était formé pour aimer. Après, une fois le refus déchiffré, Fausta peut sangloter enfin. L'échec est mat. Mais pas avant de le comprendre. Fausta a aimé seule, le cœur calciné d'un ange. Question. Interrogation. Curiosité. Bon, nous avons parlé tout à l'heure, Oui. avant même la session, Oui. et j'aimerais vous poser à tout le monde la même question que vous m'avez posée. Oui. C'est-à-dire, sur la question de si vous avez perdu la foi, Oui. donc monsieur a perdu son épouse et dans une situation difficile, et je lui ai demandé, avez-vous perdu la foi à ce moment-là? Et vous voulez qu'on pose la question à tout le monde qui... Ah d'accord. C'est un peu la question majeure de... Ah, oui, oui. Vous aimez des questions simples, hein? Mademoiselle a eu... Une question humaine. Oui, c'est pour répondre. Oui. Est-ce que le cœur calciné est un cœur qui donc a connu un autre état? Oui. Donc, est-ce qu'on peut présumer que l'ange noir a eu un cœur avec une possibilité d'aimer? Absolument, absolument. Dans mon imaginaire, le personnage que je me suis inspirée, c'est Giordano Bruno, qui a été brûlé après 7 ans de torture. Hein. Et je me suis inspirée du scientifique. C'est sûr qu'on dit l'ombre du docteur Loisel plane, c'est-à-dire mon mari chirurgien qui a été atteint d'une maladie grave, et qui m'a toujours posé la question du sens. Il dit, toi, tu es philosophe, moi, je suis chirurgien, il n'y a pas de sens. Donc, cette discussion plane, c'est sûr. Mais j'ai voulu aussi rendre hommage à tous les scientifiques qui ont été condamnés pendant l'Inquisition et toutes les femmes qui ont été brûlées comme sorcières, tous ceux qui, au nom de la vérité, ont payé de leur vie. Et dans la philosophie, il y a du monde. Hein. Et je veux dire, c'est bien qu'on aille au Moyen-Âge, qu'on aille là, mais si on regarde, par exemple, en Amérique latine, dans les situations de dictature, Missing, par exemple, juste comme ça, mais en passant, il y a des gens qui, régulièrement, sans vouloir faire de politique, hein, mais des gens qui ont du cœur et un cœur très tendre, et qui vont se retrouver dans des situations d'enfer et qui peut-être vont se durcir. Et c'était ma question de départ, est-ce que c'est par hasard qu'ils se durcissent ou est-ce que vraiment c'est au bout de toute une série de chutes et de... Il y a les mains sales de Sartre, hein, professeur. Les mains sales de Sartre où on voit les torturés, par exemple. Je veux dire, à quoi on croit après? Une fois qu'on a vécu ce processus-là, il y a beaucoup de gens qui se suicident après, qui n'y arrivent plus, là, qui ne croient plus. Donc, la foi, oui, mais jusqu'à... Alors, bon, il y a des gens aussi qui ont résisté, qui n'ont pas parlé, et qui ont cru jusqu'au bout. Donc, on trouve toutes sortes d'extrêmes. C'est très difficile la philo parce qu'on est avec les questions ultimes, comme disait le professeur Cornette. Et dans ces questions ultimes, ce qu'on se rend compte, c'est que
les réponses sont toujours profondes et complexes. Mais certainement, oui, j'imagine que ce cœur calciné était un cœur tendre et qu'il était un cœur doux, humain, comme celui d'un enfant. Ça ne veut pas dire que l'enfant est un petit ange. Hein. Il y a des enfants qui coupent les vers de terre pour voir comment ça remue. Hein. Je veux dire, il ne faut pas non plus qu'on imagine l'enfance comme un état idyllique. Ce n'est pas ça que je veux dire, mais il y a une certaine naïveté, une ouverture à l'autre, une espèce de vulnérabilité quand on est enfant. Le bébé, c'est ce qu'il y a de plus social. Hein. Il est ouvert à tous les échanges, perméable à tous les échanges. Donc, il a le cœur très tendre. Mais après, ça peut devenir un enfant capable de tuer, de commettre un meurtre, et puis de ne pas s'en repentir. Hein. Ça peut exister. Donc, oui, je pense que le cœur de l'ange était très, très tendre. Et ce qui est intéressant, d'abord dans le cas de Bruno, rappelons qu'il s'agissait d'un scientifique, d'un chercheur. Donc, évidemment, professeur Thiers-Loisel s'identifie. Mais aussi, et ça c'est très intéressant, on l'a brûlé pour l'hérésie. C'était un hérétique aux yeux des autorités. Mais le parallèle qu'elle fait entre Bruno et Faust est absolument fascinant, tous les deux engagés à tout prix dans une quête de vérité au coût de leur vie. Et il y a un mot que j'aime beaucoup, c'est le mot liberté, liberté chérie. Je pense que quand on crée, il faut aborder la thématique des enfers, et pas simplement celle des roses, des bons sentiments. On voit beaucoup de vagues New Age, l'optimisme, penser positif, voir son potentiel, tout ça, je pense que c'est important. Mais je crois qu'aussi, il faut se salir les mains comme Sartre, et à un moment donné, il faut retrousser ses manches et aller voir les enfers, et visiter les enfers comme on fait Bosch, les peintres, je pense aussi aux grands peintres. Voir tout cela, ça peut peut-être nous amener à une autre condition parce qu'on regarde justement les enfers qui sont là. Si on refoule toujours sur le tapis, il va y avoir le retour du refoulé à un moment donné. Oui, Lucie. Est-ce que quand on vit des choses, comme vous parlez, la maladie, tout ça, on ne peut pas faire autrement que de voir toutes ces difficultés-là? C'est ça, Lucie. Oui. Et avec ces difficultés-là, qu'est-ce qu'on fait avec ces difficultés-là? Ah. Est-ce qu'on se laisse aller puis on va en enfer? On écrit. On écrit. On écrit, Lucie. Moi, je pense qu'on peut résister, non pas en disant « je ne suis pas en enfer », mais faire comme Anne Frank, son journal. Elle a résisté à sa façon en écrivant. Et c'est assez... bon, il y a Primo Levi, d'autres personnes qui, dans des conditions extrêmes, ont écrit. Lévinas a écrit. On peut peindre, on peut travailler ce matériel noir, obscur, difficile. Ça s'appelle l'œuvre au noir de Marguerite Yourcenar. Et je dirais qu'on est dans un moment contemporain très intéressant parce que les gens abordent cette question du mal, en fait, et de la souffrance, et où c'est qu'on s'en va, quoi. Patrick disait, on est sur le Titanic et il prend l'eau, et puis personne ne va sortir vivant de la traversée. Ça, c'était Patrick, ça. Hein. C'est intéressant que vous mentionniez Primo Levi. Évidemment, un juif italien qu'on a emprisonné, il a survécu l'Holocauste, les camps de concentration, et qui plus est, comme Bruno, c'était un scientifique. Et cette expérience, il a puisé dans cette souffrance, dans ce naufrage, dans cette noirceur, des écrits, mais d'éclat. Et
il s'est suicidé. Voilà, c'est ce que je disais avant, tout le monde n'y arrive pas. Hein. Le voyage n'est pas toujours possible pour tout le monde. On y va jusqu'où on peut. Il a réussi à vivre l'Holocauste, mais après avoir réussi tout ça, il s'est suicidé. Les traces étaient si profondes. Le trouble dans l'âme. Oui. Pourquoi est-ce qu'on voit le suicide comme un échec? Pourquoi est-ce qu'on voit le suicide comme un échec? Camus disait il y a deux grandes questions. Et il disait la grande question, Camus, pour lui, c'était si on se suicide ou pas. C'était la question philosophique par excellence, en fait. Et quand on parle de liberté, je dirais, je comprends la profondeur de votre remarque. Et le suicide peut ne pas être triste, en effet. Quand on pense à l'aide médicale à mourir, par exemple, hein, quand on pense à la cessation de la souffrance. Et oui, je laisse la question ouverte, si vous voulez, parce que si on répond, on va tomber dans un panneau, en fait. En philo, si on dit oui ou non, là, oui le suicide ou non le suicide, je veux dire, chacun a à se poser cette question tous les matins. Est-ce que je reste en vie, oui ou non? Et ça ne peut pas être répondu par un autre, en fait. C'est toute la complication de la question philosophique. C'est qu'on ne peut pas faire la philo en groupe, c'est-à-dire répondre pour un groupe. Est-ce qu'on est un groupe qui va se suicider ou pas? Ça n'existe pas du collectif à ce moment-là. Si, chez les sectes. Je pense à Jonestown. Ah oui, pardon, oui. Mais je veux dire, il y a comme un inconscient collectif à ce moment-là qui travaille, mais chacun a donné son adhésion. Oui ou pas? C'est contesté. Oui, c'est ça. Oui ou non? Est-ce que c'est non intentionnel ou est-ce que c'est voulu, quoi, hein? Est-ce qu'on est dans... Et sommes-nous une espèce qui se suicide? C'est aussi une question qui m'est venue, hein, avec tous les problèmes qu'on a actuellement du réchauffement climatique. Bon, je ne voudrais pas non plus faire du marketing écologique, là. C'est pas du tout mon but, mais je me pose la question, est-ce qu'on est une espèce qui se suicide lentement et qui va vers sa fin non intentionnellement? Est-ce que c'est pas l'attitude des gens avec une conscience tellement aiguë qui en souffre de cette chose-là? Je pense par exemple à Stéphane Veil, qui s'est suicidé, qui voyait le monde encore retourner dans les mêmes méandres. L'absurde. Ça l'a amené l'absurde de Camus, encore une fois. Oui, c'est ça, Simon. Moi, c'est ce que je disais, on va jusqu'où on peut, puis après, on se laisse entraîner, parce qu'on n'en peut plus. C'est comme... Il y a des moments où on n'en peut plus. C'est le moment de chute profonde et d'abîme. À ce moment-là, le suicide devient le remède de l'extrême souffrance. Oui. Pour ça qu'on a au Québec l'aide médicale à mourir quand la personne n'en peut plus. La souffrance morale, de voir sa propre déchéance, son corps qui s'en va, son cerveau qui s'en va, jusqu'où on peut soutenir ça. Et le temps qui passe. Et le temps qui passe, les restes de Dieu. Donc ça, c'est un poème très polémique, peut-être. Et on s'est demandé avec le professeur Cornette, on le lit, on ne le lit pas, on l'amène, la question, on ne l'amène pas. Et j'ai écrit un texte qui s'appelle « Les restes de Dieu ». C'est-à-dire ce qu'il en reste maintenant, aujourd'hui, dans le monde contemporain. Qu'est-ce qu'il en reste? Wow. Et donc, c'était un petit peu ma question. Qu'est-ce qui, dans tout ça, de ce qu'on vit, dans cette condition, dans la maladie, dans la souffrance, qu'est-ce qui reste, en fait? Donc, les bombes éclatent, la planète s'enflamme, les religions se durcissent, on ne célèbre pas comme on célèbre l'absurde. Le don gratuit et l'utopie d'un pauvre fou qui a hurlé aux quatre vents le chemin
la vérité, la vie, des phrases vaines, répétées inutilement. Les guerres se poursuivent, les bombes continuent de tomber de rue, le mal s'écrie dans les lèvres des plus proches, le sang continue de verser sa part de misère. On se bat pour des étiquettes, pour des prunes. On rivalise avec constance, avec brio. Le pardon est une esprouffe. La pérennité de Pâques, l'histoire de la trahison. Débusquer un rubis sur le flanc blessé, une coupe ramasse les restes de Dieu. En Graal, à l'horizon, lui, dans l'indifférence absolue. Les messes sont des théâtres vides. Les comédiens en général sont assez maladroits, il faut l'avouer. Seul le chant pourra ressusciter dans la gorge brisée de Fausta le calme et la transparence d'un sourire nu, d'un sourire vrai, d'un adieu aux armes. Des questions? Toutes de sa plume, hein? Tous ces... Moi, je peux en parler, si vous voulez. J'ai voulu démystifier le Graal, la quête du Graal. Parce qu'on voit une belle coupe dans un bel endroit, avec une table ronde. Tout est exquis dans cette histoire. Et moi, j'ai mis le Graal en enfer. Je dis, bon, si je vais trouver le Graal, c'est dans les enfers. C'est vraiment dans la noirceur, le noir de la nuit. Et c'est ce qui m'est arrivé, vraiment. Et c'est pour ça que je dis, moi, je peux en parler. Il y a eu un moment de catatonie dans la maladie, c'est-à-dire mon mari a perdu toute émotion. Toute émotion. Je dis, mon chéri, ça va? C'est moi. Tu me reconnais? Si tu me reconnais, tu clignes des yeux. Il a cligné des yeux et il a fait un grand sourire. Et la catatonie s'est arrêtée. Et j'ai dit, bon, tu cherchais le sens, te voilà face au sens. C'est-à-dire qu'on n'a plus rien, là. Plus de mémoire, plus de mouvement, plus rien. Tout est paralysé et il y a un sourire, et il y a un regard, et ça continue. Et le lien est là. Et la mémoire est revenue, et puis tout est revenu, et puis progressivement, en 3 heures, il était de nouveau conscient. Et je me dis, bon, ben, tu cherchais, tu as trouvé. Et c'est des fois Picasso qui dit, je ne cherche pas, mais je trouve. Et c'est dans un moment comme ça qu'on est confronté à la beauté du lien, en fait. Du lien affectif, quoi. Et aussi au terrible des gens qui, eux, ne reviennent pas. À ceux qui ne sourient pas, à ceux qui restent comme ça des années durant. Hein, donc, qui n'ont pas fait ce lien premier, Simon, je dirais, d'affection, de tendresse, de reconnaissance, d'accueil. C'est pour ça que je pense, donc il y a Damasio qui a dit l'erreur de Descartes, hein, parce que la première chose qu'on voit dans l'humain, c'est vraiment l'émotion. Hein. Et la dernière peut-être aussi, je ne sais pas. Mais j'ai lu un beau livre, La dernière grande leçon, de Mitch Albom, et où son professeur avait une paralysie, et où il disait, bon, je me laisse laver, je me laisse bercer, je me laisse porter, et ce qui s'en va pas, c'est l'amour de mes proches, c'est l'amour. Donc la santé s'en va, mais l'amour s'en va pas. Et l'amour est plus fort que la mort. Ça, c'est la dernière grande leçon de Mitch Albom. Moi, je ne sais pas, moi, la dernière grande leçon que je vais donner comme prof de philo, là, je ne sais pas qu'est-ce que ça sera.
c'est toujours une inconnue. C'est là qu'on dit, la question du suicide se pose à nous tous, à tous les jours, et on répond à chaque jour en décidant de continuer ou pas. Mais chacun sait sa limite. Et chacun connaît ce qui est possible ou ce qui n'est pas possible, en fait. C'est très intéressant de voir les vecteurs de Fausta, parce qu'on parle, la question qu'on nous a posée sur le suicide est combien importante. Parce que, en fait, Martirios s'adresse également à des questions d'ordre moral, d'ordre éthique, mais tout cela avec un vécu. Et je crois, ce qui rend les poèmes de Martirio puissants, c'est que c'est pas seulement la théorie, même pas la philosophie, mais c'est du vécu. Mais est-ce que la théorie n'est pas pleine de vécu, quoi? Je veux dire, est-ce que la philosophie, c'est pas plein de vécu au fond? Et c'est tous ces livres qui nous entourent, c'est plein de vécu. Ça respire le vécu. Et j'ai pas de mérite, professeur. J'ai pas de mérite. Mais oui, vous avez du mérite, parce que prendre le temps de formuler ces passages-là au plus creux de soi-même, là, bravo, merci, parce que c'est notre univers à tous. Hein. C'est vrai. C'est vrai. Ce que je voulais donner, c'est dire au plus profond de la nuit, il y a un Graal. Et c'est pas comme on l'a raconté. Ça va pas être dans une jolie table ronde avec plein d'amis, avec du vin. C'est peut-être, ou peut-être aussi, oui, ce sera avec plein d'amis autour d'une table avec du vin aussi. Mais il faut qu'on enseigne la traversée des enfers aux générations qui viennent, parce que ça va vite, hein. On est vite de l'autre bord, là. Et je me dis, moi, on ne m'a pas appris que tomber, c'était important. Et que ça allait faire partie du parcours. Et je voudrais dire à mes beaux petits-enfants que oui, ça va faire partie de ton parcours de tomber. Et on sera là, et ce qu'on peut, c'est mettre des amortisseurs, c'est mettre des coussins, mais on ne peut pas t'empêcher de tomber. Ça ne va pas être possible, parce que c'est à toi de découvrir que tu peux te relever. Il n'y a que toi qui peux te redresser. Et si on empêche la chute, on empêche aussi la découverte qu'on peut se relever et qu'on a une résilience et qu'on peut continuer. Mais on ne peut pas mettre les gens dans des cocons, dans des duvets. C'est pour ça que j'ai dit, il y a quand même une soap opera de notre époque, de pensée positive, puis on va être dans le positif, dans le bon, dans le doux, il faut vraiment qu'on garde la complexité humaine vivante. Il y a du paradis, mais il y a de l'enfer aussi. Il y a du beau, il y a du laid, il y a du gai, il y a du triste. On est dans toutes les palettes des couleurs de l'arc-en-ciel. Le noir et le gris en font partie. La nuit fait partie. C'est parce qu'il y a la nuit que le jour est possible. Hein. Je pense qu'il y a un très beau film qui est ce que le jour doit à la nuit. Hein. Quand je lis Martirio, quand je le traduis, souvent je me pose la question, quel est le dénominateur commun entre la poète et la philosophe? Et je crois que c'est la réflexion. Chacun de ces poèmes constitue une réflexion sur les premiers principes, sur les questions ultimes, sur son vécu. Et que disait Socrate? La vie irréfléchie ne vaut pas la peine d'être vécue. La voix solaire, je le dédie à mon partenaire. La voix solaire, parce qu'il y a un peu de lumière. Hein. On termine avec un peu de lumière. Dessiner la nuit des masques qui s'effondrent. Dire oui à soi, à sa musique, à sa fièvre. Son trait sombre, sa danse entière, sa prière de son, ou ses poings
meurtri. à devenir à l'aube et de haute lutte. Le soleil de la poésie demeure. Incontournable. Sa misère, sa dépendance, sa fatigue, sa famine, une constante. Soleil inaudible, soleil méprisé, soleil pour toujours. Pour les derniers, nés de la pluie. Pour eux, le vers infiniment libre. La rime ossiane. Poètes, ils appartiennent à une race posthume, l'ordre que les lecteurs estiment après coup. Ils empestent la cendre froide. Ou attissent les chercheurs d'or. C'est selon. Ils manifestent pour vivre là-bas. Un regard matinal hante et signe toujours le vide d'un silence insistant. Voix solaire brisée. Voix solaire ravalée. Voix solaire étranglée. Voix solaire insurgée. Ferme malgré le mépris, debout malgré le crime. Mise à vie malgré le saccage. Mise à vie malgré le rapt. Voix hurlante. Soleil brûlant ou secret inviolable. Ode pour l'éternité. Geste de fugue infini. Posé. Il y avait le vers de liberté. Oui. Comment vous écrivez ça? Où ça? C'est une place où le professeur Cornette avait... Le vers infiniment libre. Oui. Il est écrit comment, là? V-E-R-S. Ah, ok. Ouais. Comme dans un poème. Comme dans un poème. Ouais. Oui, peut-être le vert. Ben, je pensais la couleur, mais je voulais confirmer. Oui, Ah oui, mais parce que les peintres aussi. c'est intéressant, oui. Et je voudrais m'adresser à Claude, mon ami ici qui est venu, parce que je dirais, Claude, ce que tu as donné est à toi pour toujours. Ce que j'ai compris, c'est on vit des fois des choses très très compliquées, mais j'ai mis soleil pour toujours parce que le fait d'avoir vécu, c'est à nous pour toujours. Ce qu'on a aimé, c'est à nous pour toujours. Ce qu'on a donné, c'est à nous pour toujours. C'est un peu ce que j'ai... C'est pris, c'est pour toujours. Il y a une volonté d'éternité dans Fausta, d'un amour, quoi. De dire, voilà, on va s'en aller en poussière, mais l'ode de Fausta à un ange noir, c'est quelque chose qui va rester pour toujours, pour toujours, pour toujours. Mais c'est sûr que c'est un désir. C'est simplement un désir. Voilà. Alors, j'aimerais terminer en disant qu'on a parlé de la philosophie, on a parlé des questions morales, des questions éthiques, on a parlé de la théorie. Mais Fausta, ce recueil, c'est pas abstrait. J'ose croire, Martiriot, c'est une lettre d'amour au docteur Doissel. Alors, on vous invite à acheter un exemplaire. Elle va rester à la table pour faire des dédicaces et on vous invite également pour prendre le vin d'amitié. Beaucoup de remerciements également à l'équipe Port de Tête qui a tout mis en place. C'est combien réconfortant d'avoir des micros qui marchent. Alors, on apprécie et puis il nous fera plaisir de vous parler en personne. Merci d'être venu. Merci.